Eh ben, ça a encore l'air bien joyeux dans le coin. Tu m'étonnes. Purée, c'est quoi ce monde? Un numéro spécial univers nucléaire? Eh, mais je reconnais cet endroit. C'est pas un bunker près de Boulogne? À moins que les habitants de Boulogne aient subitement décidé d'utiliser l'alphabet cyrillique, je pense qu'on doit être ailleurs. Cette petite touche boisée... Ouais, l'Ukraine. Définitivement l'Ukraine. Alors, moi je veux bien. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que font un comic book américain dans un bunker en Ukraine? T'as déjà oublié dans quelle émission on est? Ah oui, non, c'est vrai, oui. Ok, générique et tout ça. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bon, alors, c'est quoi comme comics cette fois? Eh bien, ça va te plaire. C'est du Zenescope. Du Grimm Fairy Tales. Attendez, du quoi? Grimm Fairy Tales est la série principale de l'éditeur Zenescope, celle qui dure depuis bientôt 10 ans, ce qui en fait de facto une des séries les plus pérennes de notre époque. Suivant la mode lancée par Fable au début des années 2000 de mélanger notre monde moderne et les histoires de contes de fées, celui-ci se démarque par 2 points principaux. Le fait de n'utiliser quasi systématiquement que des personnages principaux féminins, et deuxièmement, une volonté tout aussi constante de dessiner les 10 personnages féminins en petite tenue, surtout pour des raisons commerciales. La meilleure preuve de cela est la propension de l'éditeur de fournir des couvertures variantes avec des héroïnes encore plus dénudées, et des fois même avec des personnages qui ne sont pas du tout dans la série. Mais ces comics sont une honte, il faut les punir. Oui, les punir, blablabli, justice, blablabla, poisson rouge, blablabla, on sait. Bon si vous savez, on y va alors. Oui, alors on va d'abord checker le comics quand même. Reprendre Jonathan. Merci. Et bien sûr, l'éditeur Zenescope a produit différentes histoires liées à Noël, ainsi que des one-shots consacrés à Halloween, la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, et même à des villes, comme Las Vegas. Et oui, on va s'intéresser aujourd'hui à une des histoires de Noël de Grimm Fairy Tales, le Holiday Special de 2009. Joie, bonheur. L'histoire commence à Noël alors qu'une de nos héroïnes, la professeure d'histoire Selah Matters, se rend à la fête de Noël de la faculté afin de se changer les idées de ce qu'elle a pu vivre dernièrement. Ce qui se comprend vu que ça impliquait une licorne qui, Wow, une licorne? Attends, t'as dit comment que ça s'appelait ce machin? Sérieusement? Juge pas mes fétiches, ok? Bref, à cette fête, les différents professeurs se retrouvent et utilisent le principe du Père Noël secret. C'est-à-dire que chacun a acheté un cadeau pour un collègue et qu'on espère très fort que ça va bien se passer au final. Elle se fait directement aborder par un inconnu, un nouvel arrivant à la fac qui se trouve être à fond dans les mythes et les légendes. Oh bah ça tombe bien alors. Bonjour, on ne se serait pas déjà rencontrés parce que... Non, non, désolé, non, on ne s'est pas rencontrés avant. Une écriture subtile, n'est-ce pas? On se demande tout ce qui va être l'adversaire dans ce numéro. Comme l'individu est un nouvel arrivant, on charge notre héroïne de l'aider à rencontrer les autres professeurs. Sauf que... pas le temps, c'est le moment des cadeaux. Le cadeau de notre héroïne est bien présenté, sauf que, pas de bol, l'étiquette disant le nom de l'expéditeur est coupée. Oh bah ça tombe bien alors. Je vais peut-être éteindre ma machine à référencer la cité de la peur. Il y a quand même un risque de surchauffe. Et il se trouve que le cadeau est un casse-noisette en forme de soldat en uniforme rouge, ce qui en effet fait quand même quelques apparitions. Mais bon. Toujours est-il que le doyen, déjà montré en gros pervers, bouscule notre héroïne, ce qui fait tomber le casse-noisette, qui se brise. Sauf que... bon, soyons francs, la case est assez mal mise en image, et on a plus l'impression que l'héroïne balance le machin en mode rien à foutre plutôt qu'on l'a poussé. Ça aurait tué qui de foutre 2-3 symboles pour symboliser l'impact entre la tête du doyen et le bras de l'héroïne? Bref, le nouveau venu, appelé David, et l'héroïne Selah Matters, continuent de discuter, le casse-noisette est réparé, on apprend que des gens dans l'ombre ont mis un truc dans le verre de notre héroïne, et tout d'un coup, ce comics devient un poil plus glauque. Surtout que... devinez qui raccompagne Selah jusque chez elle? C'était pas censé te parler de contes de fées à un moment? Malheureusement, ça arrive. Sur le chemin, bien sûr, la mixture fait effet, et Selah s'endort dans la rue et se réveille dans une forêt en costume de Blanche-Neige. Typique, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Sans doute un coup des hommes patates. Certes. Elle se fait attaquer soudain par des hommes rats qui veulent récupérer le livre magique qu'elle possède pour leur maître. Elle tente bien sûr de s'enfuir, mais trébuche,
et fait tomber son sac. Alors ok, je sais qu'elle a changé de vêtements pour devenir Blanche-Neige parce que c'est son ancêtre ou sa réincarnation ou un bidule comme ça, et que forcément t'es obligé de t'habiller comme tes ancêtres se sont habillés parce qu'on se balade encore tous comme se sont habillés nos ancêtres. Bah lui sûrement. Et je vous emmerde, cosplayer du dimanche. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Si sa tenue a changé, pourquoi elle porte un sac ? Elle en avait un sac, Blanche-Neige ? Un sac à main bien urbain ? Surtout que le contenu de ce sac est bien celui du monde réel, vu qu'on y retrouve le casse-noisette, qui a changé complètement d'apparence et prend une page à se transformer en réel soldat. Autant vous dire qu'après la séquence de transformation super longue et le plan culotte super racoleur qui vient ensuite, on a l'impression de plutôt suivre un animé japonais typique des années 80. Bref, le soldat sauve la fille, qui forcément tombe subjuguée en 2 secondes, et le suit en lui tenant la main. Alors ce qui est marrant, c'est que les amateurs de cette série nous parlent souvent de personnages féminins forts. Vous savez, la même qui ne fait que subir depuis le début et tombe dans les clichés les plus réducteurs comme « Oh, mince, j'ai tombé au plus mauvais moment !» Attends, pas le temps de réfléchir, j'ai vu des Viet Cong. Hein ? Où ça ? Là ! Alors c'est vrai que la façon de dessiner l'environnement des ennemis, les hommes rats, peut faire penser à ton classique Rambo 3, mais non, il n'y a pas vraiment de rapport. Une héroïne qui se transforme petit à petit en Rambo, j'aurais aimé. Mais non, car le soldat casse-noisette l'emmène dans un palais du coin qui possède un sapin décoré juste à côté, par qui on n'en sait rien. Le soldat donne vie aux autres décorations qui, par chance, sont d'autres soldats, des chevaux et des canons. Mais qui décore son sapin avec des pièces d'artillerie ? Bah, moi ? Pourquoi ? Oui, non, j'aurais dû m'en douter. Bref, le soldat explique qu'un ennemi veut le livre pour attaquer tous les comptes parce que magie, et notre nunuche continue de sourire béatement. Ne vous en faites pas, je sais me défendre. Alors, pour l'instant, j'en ai pas vu la preuve, my lady. Bref, le roi des rats arrive, parce que autant mélanger les contes de fées à fond, grosse bagarre avec des tonnes de morts, je reconnais que notre héroïne donne 2-3 bons coups d'épée, ce qui n'était pas gagné à la base, et même utilise une magie badass rose-violette pour sauver le soldat. Et forcément, c'est le soldat qui achève l'ennemi. Oui, vous pensiez tout de même pas que la fille, toute héroïne qu'elle soit, puisse avoir une action aussi décisive, voyons. Bah j'avoue, putain. Elle a des pouvoirs magiques de dingue, liés au pouvoir qui doit être surpuissant pour que quand même le gros méchant le veuille. Mais non, elle sert juste de distraction. C'est frustrant. Bref, une fois le roi des rats mort, tous les rats disparaissent comme par enchantement. Oh bah ça tombe bien alors. Bah merde, comment il a fait pour se rallumer ? Oh, trop de références possibles, j'imagine. Et le soldat casse-noisette emmène notre héroïne non pas dans son monde, mais à un feu de camp, où des fées très peu habillées dansent. On explique qu'il faut sauver ces dernières qui sont menacées par le grand vilain qu'on a donc toujours pas vu. Cella voudrait rester avec le soldat, mais il faut partir parce que gloubi-boulga scénaristique, mais t'en fais pas, on se reverra bientôt. Cella se réveille donc dans le monde réel, à l'intérieur de la chapelle où on l'avait installé, et le corps décapité sans vie de David gît à ses côtés, entouré de rats, parce que bien sûr, David, c'était le roi des rats. Bon, par contre, pourquoi il a plus de tête ? Les blessures correspondent pas, le soldat il l'a planté au cœur. Chut, 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 chut. C'est bientôt fini. Bref, Cella se dit, bon bah tant pis pour passer une nuit normale, et les 2 méchants de l'ombre décident de passer au plan B, nous montrons une blonde en petite tenue, endormie sur son lit. Et fin. De quoi, vous vouliez une conclusion ? Un petit truc plutôt que ce sentiment confus que rien n'a changé ? Bienvenue chez Zenescope. Mais ce n'est pas le but des comics que de continuer sans conclusion ? Alors oui, en effet, mais pas celui des numéros one-shot, censés être par définition des coups uniques. Et encore plus, je dirais, pour des comics reliés à une thématique de fête, période limitée dans le temps. Beaucoup de défauts, des dessins peu clairs dans leur action, on en reparle de la case du choc, et voilà quoi, des clichés dosés de manière difficilement supportable, pas vraiment de conclusion. On note quand même l'originalité d'utiliser le conte de Casse-Noisette plutôt qu'un chant de Noël surutilisé de Dickens, mais à part ça, c'est vraiment pas terrible du tout. Et donc encore une fois, parler de Casse-Noisette. Bon, ça y est, c'est fini. On va commencer à l'explorer ce bunker ou merde.